Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités, Gabin Adjaro, juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting, et Kokuvi Abaili Abassa, économiste, analyste politique. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Rwanda. Le président Paul Kagame entame un 4e mandat. Paul Kagame a donc été investi ce dimanche. Il a prêté serment pour un 4e mandat en tant que président de la République du Rwanda. Cérémonie auquel ont participé une dizaine de chefs d'État africains, et donc qui ont pris part aux côtés de leur homologue rwandais pour le début de ce nouveau mandat, disons-le comme ça. Paul Kagame, dans son discours, est revenu sur ses priorités: la paix, l'unité, la cohésion nationale pour le Rwanda, mais aussi la paix dans la sous-région, en faisant un clin d'œil à son voisin, la République démocratique du Congo, où on l'accuse de soutenir le groupe rebelle du M23. Nous allons en parler avec nos invités. D'abord, pour ce qui concerne le Rwanda, Paul Kagame entame ainsi un 4e mandat de président de la République. Gabin. Oui, Paul Kagame a encore gagné les élections comme d'habitude, avec un score à la soviétique. Il est le président tout puissant de la République du Rwanda aujourd'hui. Il n'y a personne qui le conteste. Même les opposants, Alain Paimana et autres là, se sont sortis avec 0, quelque chose %. Ça veut dire que pratiquement, même dans leur famille, ça a été difficile pour eux de se faire voter. de se faire voter. Donc, Paul Kagame a remporté les élections haut les mains. On ne peut rien dire parce que quand tu prends le bilan, son bilan plaide en sa faveur. Il a su asseoir une vie socio-économique assez reluisante, et aussi ce qui a beaucoup plus marché pour lui, ce qui lui a permis d'arriver à assainir le milieu économique du Rwanda, c'est d'arriver à quand même à assurer une bonne gestion au niveau de l'administration, et arriver quand même à lutter efficacement contre la corruption. Donc, il est arrivé pratiquement à bien asseoir une vie financière assez reluisante au Rwanda là-bas. Donc, pour moi, quand tu prends le côté infrastructure aussi, il a beaucoup travaillé. Donc, le bilan plaide en sa faveur. Maintenant, côté droits de l'homme, côté ouverture politique, c'est là où ça pose un certain nombre de problèmes. Il dirige le pays de main de fer. Mais une gouvernance, pour moi, basée juste sur la peur, ça pose un certain nombre de problèmes. J'espère qu'on va y revenir. Mais il faut le dire que bon, personne ne peut être étonné de la victoire de Paul Kagame avec un score à la soviétique. On s'y attendait tous, et je me disais que bon, même avec moins de 0,1% par rapport à la dernière élection présidentielle, ça serait un échec pour lui. Ça veut dire que bon, il y a au moins certains Rwandais qui n'arrivaient plus à l'aimer, mais comme le score a encore augmenté, ça veut dire que bon, même les nouveaux Rwandais qui se sont inscrits sur la liste électorale ont aussi commencé par aimer Paul Kagame. Donc c'est un aimé de la République, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Il n'a pratiquement pas d'ennemis. Même Jésus avait d'ennemis, mais Paul Kagame, dans son pays, on peut dire que bon, au moins lui, les prophètes, c'est lui. Parce que la plupart du temps, on dit que lui n'est prophète chez soi, mais Paul Kagame, lui, il est aimé, il est adoubé. Il a quand même des contestataires, des adversaires politiques. La preuve, il y en a 2 qui se sont présentés face à lui. Ici, n'ont pas obtenu un grand nombre de voix. Ils sont dans les 0,0 et quelques, mais quand même, ils sont des candidats. Même des candidats qui se sont présentés face à Kagame, certains disent que bon, ils idolâtrent Paul Kagame, et ils aiment beaucoup Paul Kagame, et donc du coup, au même moment, ce ne sont pas des candidats de l'opposition. Donc pour moi, certes c'est bien de se faire applaudir, d'être aimé de la sorte, mais quand on t'aime trop aussi, il faut se poser la question de savoir si véritablement c'est un amour sincère ou bien c'est juste un amour basé sur la peur. Alors, Kokuvi Abaili Abassa, Paul Kagame remplit donc pour un 4e mandat. Il a prêté serment ce dimanche, cérémonie à laquelle plusieurs personnalités ont pris part sur le continent. 66 ans comme âge, Paul Kagame a commencé par diriger le pays en tant que président. En tant que président en mars 2000. Jusqu'alors, si vous voyez clairement les résultats à chaque élection,
Paul Kagame gagne toujours. Qu'est-ce qui plaide en sa faveur? Mon co-débatteur, M. Gabriel, a dit qu'il a réussi à lutter contre la corruption. Il faut voir que l'économie quand même du Sénégal et du Rwanda aujourd'hui plaide en faveur de Paul Kagame. La réconciliation. La réconciliation. Surtout la réconciliation. Il a réussi quand même à réconcilier les bords. Pour l'élection présidentielle passée, c'est-à-dire du 15 juillet dernier, pour l'élection du 15 juillet dernier, par exemple, il faut voir que on a 9 millions et quelques enregistrés comme votants. Comme on appelle électeurs, mais nous avons 98,20% qui ont participé à l'élection. Cela veut dire qu'il y avait vraiment de l'engouement. Les gens ont vraiment voté, les gens ont envie de voter, les gens ont participé à cette élection. Les gens n'ont pas participé à cette élection par la force parce que le vote au Rwanda n'est pas obligatoire. Tout comme le Togo, tout comme le Bénin ou ailleurs. Mais dans certains pays, vous allez voir le taux de participation, par exemple, qui tourne autour de 70%, qui tourne parfois, dans certains pays, on a vu le taux de participation à moins de 30%. Oui, bien sûr. Mais l'élection a été validée. Mais au niveau du Rwanda, cette année, le taux de participation est parti à plus de 98% des inscrits. Et les résultats, c'est 99,18% pour Paul Kagame. Donc presque tout le monde, comme mon vis-à-vis l'a dit tout de suite, même les adversaires, il y a d'autres personnes qui ont eu juste 44 000 ou quelque chose comme ça sur 9 millions de votants. Donc c'est un peu rigolo, mais il faut dire quand même que c'est-à-dire que presque tous les Rwandais se félicitent quand même du résultat de Paul Kagame sur comment on appelle, la gestion du pays. Au niveau de l'administration, il faut voir quand même que l'administration est très dynamique et quand vous voyez par exemple les constructions en ville, tout ça là, l'aménagement du territoire, l'aménagement des pistes rurales, tout ça là, les grandes routes, tout ça. Il y a beaucoup de choses quand même que Paul Kagame a eu à réaliser qui plaident en sa faveur. Et nous pouvons que féliciter les Rwandais qui vraiment ont fait confiance à quelqu'un qui eux ils aiment, à quelqu'un qui fait vraiment son boulot. Mais au-delà de ça, dans son discours, il avait plaidé pour l'apaisement ou bien la stabilité au Rwanda et dans la sous-région. Mais c'est lui qui est doigté comme la personne qui finance le M23. Justement, je reviendrai à vous tout à l'heure sur cet aspect. Vous avez parlé de ce qui explique cette nouvelle victoire de Paul Kagame. Je reviendrai par rapport au contenu. Mais il faut se féliciter quand même qu'à son investiture, presque, comme on appelle, en tout cas plusieurs pays se sont fait, comme on appelle, représenter. Plusieurs présidents, plus d'une dizaine de présidents ont participé, mais ceux qui n'ont pas eu, leurs agendas sont, comme on appelle, chargés, ils ont envoyé leurs représentants pour aller se faire, comme on appelle, pour participer à cette investiture. Cela veut dire que la diplomatie rwandaise, il faut le dire clairement, la diplomatie rwandaise a un impact réel sur le continent. Donc ils ont quand même, comme on appelle, une main vraiment forte dans leur diplomatie qui fait presque qui fait l'unanimité de Paul Kagame au sein même des chefs d'État de l'Union africaine. Donc il faut vraiment s'en féliciter et vraiment le rayonnement international du Rwanda, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. C'est quelque chose quand même très important et quand vous allez partout ailleurs, on dit bon, c'est un pays qui vient de sortir du génocide, mais l'économie dépasse largement certains pays qui n'ont jamais connu du génocide ou de guerre. Merci beaucoup à vous. Alors pour les aspects de son discours, on va y aller très rapidement. Justement, dans son discours, Paul Kagame a abordé plusieurs aspects. Il a parlé de son bilan et tout, mais surtout sa priorité, la paix et la souveraineté, ou plutôt la stabilité, excusez-moi, la stabilité du Rwanda, c'est ce qui lui importe, et aussi la stabilité dans la sous-région. Mais parlant de stabilité du Rwanda, vous l'avez dit, après le génocide, il a fait un travail de fond. Pour le moment, le Rwanda va bien. Il n'y a plus de ces oppositions entre Rwandais à un tel niveau.
Mais au niveau de la sous-région, ce n'est pas le cas, puisque le Rwanda est doigté, il est accusé de soutenir le M23, ce mouvement rebelle de l'Est de la République démocratique du Congo, et qui fait des attaques dans cette partie. On en parlait d'ailleurs dans notre premier sujet. Paul Kagame se fait apôtre de la stabilité dans la sous-région, et pourtant il est accusé de déstabiliser son voisin, Gabin. Oui, vous savez, je le dis toujours, certes, Kagame, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il travaille pour maintenir quand même son pays à un certain niveau. Mais je me dis toujours qu'il est dans un pays où il y a une stabilité apparente. Parce que premièrement, lui-même ne crée pas la paix entre ses voisins et tout. Donc son pays aussi aura forcément des problèmes. Et à chaque moment, il vit sous cette peur-là. J'ai l'impression que le Rwanda est assis quand même sur une poudrière qui, ma foi, va exploser quand Kagame ne sera plus là. Donc, je me dis, le plus grand défi de Kagame aujourd'hui, c'est d'amorcer ce mandat-là à créer la paix, premièrement, chez lui-même, dans son pays, à rassurer certains compatriotes qui n'ont pas la même vision que lui, parce que souvenez-vous, il y a des opposants qui sont morts en prison. La dernière en date, il y a une femme qui a été morte en prison. Il y a certains qui étaient morts en exil et tout. Ça veut dire que les voix discordantes au Rwanda n'ont pas la liberté de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, dans la sous-région, il y a un problème. Le voisin direct, la RDC. Mais le Rwanda, je l'ai déjà dit, en allant en négociation avec la RDC, a déjà reconnu implicitement que nous faisons partie de la crise en RDC. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Kagame, il dirige certes de mettre fer, il en a jusqu'à 2034 selon la nouvelle constitution, parce que je ne vois pas qui pourra battre Kagame quand il va se présenter aux élections, mais je pense qu'il a encore cette période-là pour créer la paix chez lui. La réconciliation qui s'est faite au Rwanda, c'était une réconciliation par la peur. Et aujourd'hui, il y a encore une forte communauté rwandaise à l'extérieur qui est en train de ruminer. Cette crainte-là, Kagame le vit tout le temps. Moi, je me dis la meilleure des choses à faire aujourd'hui, il faut ramener cette communauté Hutu-là qui n'a pas encore digéré la prise de pouvoir par Kagame. Cette réconciliation-là qui s'est faite par la peur, soit tu t'alignes, soit on te fait disparaître, soit tu t'exiles. Donc, certains qui ont accepté cette réconciliation n'ont pas eu véritablement pas le choix que d'accepter. Donc, Kagame dirige ce pays-là de main de fer. Il arrive quand même à s'imposer et à s'imposer aux autres. Mais qu'en sera-t-il quand il ne sera plus là? Moi, je crains qu'après lui, ça soit le déluge. Parce que... Le Rwanda est assis donc sur des braises, selon sur des braises. À l'interne, ça. À l'interne. À l'externe, il est accusé aussi dans le dossier congolais. Voilà, à l'externe aussi, il est accusé. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, c'est une sorte d'épouvantail pour son pays. Parce que les autres pays sont en train de le voir, ils ont peur. Mais quand il ne sera plus là, le Rwanda tout petit... Si les autres pays ne sont pas assez épris de paix, ils vont aussi s'attaquer au Rwanda. Parce que Kagame aura fait assez de mal à ces pays-là. Imaginez que la RDC, après Kagame, arrive à retrouver une certaine puissance militaire qui peut aussi faire du mal au Rwanda. Ils vont le faire. Ils vont le faire, d'autant plus qu'il y a déjà une rébellion soutenue par la RDC, dit-on, le FDLR. Donc, il faut faire très attention. Kagame doit passer le restant de son mandat à semer la paix dans la sous-région, dans son pays, pour qu'après lui, le Rwanda continue par exister. Le grand défi, c'est que tout ce qu'il a eu à constituer, à créer, à faire asseoir au Rwanda, ne disparaisse pas juste après qu'il ne sera pas là. Merci beaucoup à vous. Oui, Abassa, vous voulez aborder cet aspect dans son discours. Comme je le disais, il s'est fait apôtre de la paix et de la stabilité, d'abord à l'interne, mais également dans la sous-région. À l'interne, on sait, les voix ne s'élèvent pas trop. Il y a quelques opposants, mais ils ne sont pas aussi visibles. Certains estiment qu'ils sont étouffés par le système de Paul Kagame. Mais à l'externe, il est visiblement... le malvenu, surtout avec son voisin de l'Ouest, la République démocratique du Congo, qui l'accuse de soutenir les rebelles dans l'Est congolais. Oui, il faut dire quand même pour après la guerre, ou bien après le génocide du Rwanda, pour asseoir quand même la paix au niveau du Rwanda, il faut aller avec une main de fer.
parce que ces deux ethnies qui sont affrontées, donc il y a les feux qui couvraient toujours. Surtout qu'il y a une grande partie des Hutus qui se sont réfugiés au niveau du Congo voisin, et une rébellion a été créée au sein de ce groupe Hutu qui s'appelle le FDLR. Et le FDLR, depuis 2000, qui a été créé, le FDLR a été créé contre le pouvoir de Paul Kagame. Le FDLR a été créé contre le pouvoir de Paul Kagame. Et ils sont du côté de la RDC. Le FDLR n'a pas été désarmé jusqu'alors. Oui. Ils sont en train de mener des velléités contre le pouvoir de Paul Kagame. Donc pour gérer le territoire rwandais, il faut quelqu'un, quand même un militaire, ou bien quelqu'un qui a vraiment les coups de franche pour pouvoir asseoir une paix. Une paix, qu'elle soit relative ou non, Paul Kagame ne compte pas discuter avec les FDLR. Cela veut dire qu'il faut vraiment aller avec une main de fer pour pouvoir asseoir la stabilité au niveau du Rwanda. Mais après Paul Kagame, ce serait quoi? Ce serait difficile de gérer ce pays s'il n'a pas trouvé quelqu'un qui peut aller d'une main de fer comme lui. Et certainement que ça serait difficile d'aller encore de cette manière pour gérer après Paul Kagame. Donc je me dis quand même... Surtout qu'il n'a pas de fils. Voilà, non, il a des filles. Je ne pense pas que c'est l'idée de Paul Kagame, mais de toute façon, il faut dire quand même que plusieurs personnes font confiance à ce monsieur, pas parce que il est beau, mais parce qu'il travaille. Et s'il peut trouver quelqu'un qui peut le remplacer, qui fera les mêmes choses, le peuple appréciera. Mais ce mandat qu'il a entamé, je pense qu'il lui serait vraiment plus utile à sa famille, utile au Rwanda, de travailler pour la paix. Et en tout cas, cet accord qui a été signé entre le Rwanda et la RDC pour essayer d'abord d'anéantir le FDR, parce qu'il faut dire ça clairement. Oui, bien sûr. Ça fait partie des accords, des engagements. Ils n'ont pas dit de désamorcer ou bien d'anéantir le M23, mais ils ont dit d'anéantir le FDLR. Cela veut dire qu'il veut se protéger d'abord avant de voir qu'est-ce qu'il va donner aux autres dans la sous-région. Donc je pense qu'il a quand même essayé de mettre un plan en place qui marche bien. Petit à petit, il avance avec ses stratégies. Et je pense que s'il veut vraiment aller plus loin, ce mandat-là suffirait largement pour essayer de calmer la situation de la sous-région. Et donc, dans la sous-région aussi, c'est possible qu'il ramène réellement la paix. Ah, bien sûr, dans son pays également. Puisque on l'accuse qu'il est le père de quoi là, du M23. Donc, si le papa dit qu'il va le parrain. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.